toutes et à tous d'être restés parmi nous. Je vois qu'il y a il y a un peu les mêmes têtes et puis il y en a quelques nouvelles aussi. Je vais vous demander exactement la même chose si vous le souhaitez, bien évidemment. N'hésitez pas à vous rapprocher, il va rester quelques petites places. Puis c'est ce qu'on discutait un peu avec Damien et Boris juste avant de commencer. On se disait que ceux qui ont participé au l'atelier doublage juste avant, ils ont commencé à voir qu'il y avait quelques questions. Si vous le souhaitez, on peut faire rapidement un petit tour de la carrière de Damien et Boris pour qu'ils puissent vous expliquer un petit peu tout ce qu'ils ont fait, comment ils ont commencé dans le métier, etc. Mais si vous le souhaitez, on peut transformer un peu cette conférence aussi en échange avec vous, parce que je pense que vous avez un certain nombre de questions, aussi bien que ce soit sur leur carrière, sur leur métier, sur la profession, sur l'avenir de la profession aussi. C'est vrai qu'on a beaucoup ces questions qui reviennent aussi en conférence. Vous êtes nombreuses et nombreux à vous demander comment on en arrive sur le doublage, qu'est-ce qu'il faut faire, ou alors des questions sur leur carrière à proprement parler, ou alors même parfois aussi sur toutes les nouvelles technologies qui sont en train d'arriver et qui ont un impact direct ou alors même indirect parfois sur leur métier. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous le sentez bien comme ça? Eh ben voilà, ça a l'air d'être... C'est encore timide, c'est la digestion ou vous le sentez bien comme ça? Ah là, ça y est, la digestion c'est terminé, là, ça y est, c'est tout bon. Bah, alors on va faire ce point sur vous, Damien et Boris. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots un petit peu comment vous en êtes arrivés là où vous en êtes aujourd'hui, ce qui nous amène à ici aujourd'hui? Donc, je vais commencer. Moi, je suis, comme je le disais hier, j'ai essayé de trouver un peu d'autres choses, mais j'ai commencé à 17 ans et demi, 18 ans le théâtre, et ça a complètement bouleversé ma vie, ça a donné un sens, en tout cas à l'adolescent que j'étais et qui était un peu perdu. Et donc, à partir de là, j'ai fait le conservatoire de ma région, après je suis monté à Paris, et ce qui est drôle, en fait, je pensais pas du tout à ce moment-là. Voilà, mon rêve, c'est le rêve de tout comédien, c'est de jouer, que ce soit au théâtre, devant une caméra, n'importe quoi, mais jouer, vraiment avoir des situations. Et donc déjà, avant même de savoir que je ferais plus tard du doublage, quand j'étais à la fin de mon cursus à Paris au conservatoire, on commençait à échanger des plans entre élèves. Tiens, moi on m'a appelé au studio pour faire de la post-synchro. La post-synchro, c'est les films français que vous avez, et avec le réalisateur français, qui vient en studio après remixer ses sons du tournage et qui va refaire par exemple des ambiances. Tous les gens qu'on voit pas forcément parler mais qu'on entend. C'est ça les ambiances. Et je commençais à faire des petits trucs comme ça sur certains films. Et puis alors ce que je raconte, je ne pense pas que j'ai déjà raconté cette histoire. Ce qui était drôle, c'est qu'à la suite de ça, je faisais toujours pas de doublage. Une femme, je crois que c'est Agnieszka Holland qui a fait un film sur Rimbaud Verlaine. C'est un des premiers rôles de DiCaprio, qui fait Rimbaud. Et on fait passer l'audition sur DiCaprio. Alors, il n'était pas du tout connu encore à ce moment-là. Et j'ai pas été pris. Et la réalisatrice, qui est drôle, a choisi un autre comédien qui était beaucoup plus lourd que moi et que DiCaprio. Un mec avec une voix très très grave qui s'appelait Tara Romer, qui est décédé quelques temps après dans un accident de scooter, que je connaissais, qui était un copain, enfin une connaissance quoi. Et c'était drôle parce que je me disais, mais quel drôle de choix, parce que ça ne correspond pas du tout au timbre de l'acteur. Comme quoi, vous voyez, c'est très subjectif tout ça. Et puis voilà, après j'ai fait beaucoup de théâtre pendant une période de ma vie. Je faisais facilement 2 à 3, voire parfois 4 spectacles dans l'année. Et puis voilà, c'est en jouant que quelqu'un qui était dans le doublage m'a rappelé, m'a laissé un message sur mon répondeur. À ce moment-là, on n'avait pas encore de portable. Et j'ai fait un essai sur un personnage qui était plus dans les cordes, dans le registre de Boris, un mec avec une voix très grave. Et en fait, elle s'en fichait, c'était juste pour voir, j'avais une scène d'émotion. Elle voulait juste voir comment je m'engouffrais là-dedans, ce que je pouvais donner. Et moi, je me souviens que je me suis isolé, on était 5, 6, 7 comédiens, je sais plus. Elle nous a tous fait venir dans le studio, regardez la scène, maintenant vous sortez et je vous prends un par un. Et moi, je me souviens, les comédiens parlaient entre eux, moi je me suis isolé, je me suis dit, je reste dans le... J'avais été très ému par ce que je venais de voir. Et je suis resté dans mon monde. Et quand ça a été à moi, je pliais tout. C'est-à-dire, pour moi,
je pense qu'être comédien, c'est garder cette espèce de liberté qu'on a quand on chante tout seul sous la douche. C'est oublier le reste du monde. Rester connecté avec son décor mental, personnel, et se lâcher en toute impudeur. Et donc, ben, je suis resté concentré. J'ai lâché ce que je pensais juste. Et elle m'a rappelé pour me dire ça m'a beaucoup plu, on se verra plus tard. Et quelques temps plus tard, j'étais en tournée et elle me dit j'ai un essai pour vous. J'étais très très loin, donc j'ai dit ok, je joue le soir, mais tant pis, je prends le premier train, je passe l'essai et je reviens pour retrouver l'équipe pour continuer la pièce. Et puis ça s'est fait. C'était un film qui s'appelait Petit meurtre entre amis. C'était les débuts de Ewan McGregor. Puis pendant un an, plus rien. Puis un an plus tard, Trainspotting, avec une autre équipe qui ne me connaissait pas. Ils me font passer un essai. Et ils me prennent. Bon, et plus rien. Et puis cette même équipe se retrouve avec un gros film qui cartonne aux États-Unis. C'est Roméo et Juliette. Là, ça commence à être la lancée de DiCaprio. Là, c'est un gros casting. Ils me mettent sur la voie de DiCaprio. On est cinq acteurs pour chaque rôle. Et c'est Baz Luhrmann qui choisit. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé la première fois sur Roméo et Juliette. Et 6 à 8 mois plus tard, arrivait Titanic. Et Titanic m'a ouvert les portes du doublage parce que ça m'a un peu, je dirais même imposé, puisque à la suite du succès de Titanic, plein de films que DiCaprio avait tournés avant n'étaient pas sortis en France, donc ils ont voulu surfer sur le succès. Et donc je me suis retrouvé imposé, on veut la voix de Titanic, donc les studios qui ne me connaissaient pas, parce que c'est un milieu quand même assez fermé, se sont retrouvés obligés de me prendre. Et je me suis retrouvé comme ça dans des situations un peu particulières où je ne savais pas que le client avait imposé que ce soit moi qui soit sur tel film. Par exemple, je pense à un film en particulier qui s'appelle Basketball Diaries, qui est peu connu, où DiCaprio fait un jeune mec qui sombre dans la cam, mais il le fait d'une façon... de toute façon, à ce moment-là, on ne parlait que de lui. Ce mec est un ovni. C'est pour moi un des plus grands acteurs de sa génération. Et il y avait une scène finale à la fin, enfin la fin du film, il y a une scène où il est en total état de manque et il vient taper, il s'est fait virer de sa maison, et il vient taper à la porte de la maison de sa mère, qui lui entrouvre en laissant la porte fermée avec la petite chaînette. Et lui, il essaie de l'amadouer pour avoir un peu de thune, et elle veut plus nourrir ça, et il craque et il balance. Et en fait, j'arrive et on me dit il y a une scène d'essai. En fait, ils se sont permis de faire ça alors que le client leur avait dit non, non, je le veux, il n'y a pas de scène d'essai. Mais ils l'ont fait pour me tester. Et moi, je me suis dit, je m'en fous, vas-y, mets-la moi ta scène, je suis un comédien. Ils me disent on a mis en face de vous l'acteur qui le doublait dans Super Grape. Je lui dis ouais, vas-y, mets-moi ton acteur de doublage. Non, j'étais dans cette mentalité-là. Je me disais, de toute façon, je vais y aller à fond, et tu vas voir. Et je me suis complètement lâché. Il y avait des gens qui sortaient du studio pendant la scène parce que c'était trop déchiant. Et moi, j'y allais à fond, je me souviens. J'avais toutes les larmes de mon corps qui tombaient. Je me mouchais dans mon t-shirt. J'avais de la mort partout. Enfin, j'étais dans le même état que lui. Et puis voilà. Et je me suis retrouvé. Mais tout ça, tous ces détails pour dire que c'est pas facile, c'est pas simple, on n'est jamais vraiment arrivé. Et que dès qu'on peut vous mettre des bâtons dans les roues, on le fait. Cette grande famille n'en est pas vraiment une. Enfin, pas vraiment une, mais c'est vraiment. Enfin voilà, c'est un métier où il faut se battre tout le temps. D'ailleurs, même sur les derniers films de DiCaprio, encore, moi je continue de passer des essais. Scorsese impose des essais, même s'il me prend à chaque fois, il impose des essais. Et je sais que par exemple en Allemagne, l'acteur allemand qui le double depuis très longtemps a refusé, il s'est dit bah, j'en ai marre, moi, ils l'ont viré. Donc voilà, c'est un moment où il faut accepter les règles. Et puis vous dire aussi que même aux États-Unis, des comédiens connus parfois repassent des essais pour convaincre le studio qui va mettre beaucoup d'argent sur ce film pour se dire ok, on est convaincu, c'est cette personne-là qu'il nous faut. Donc voilà, ça marche comme ça. Maurice? Alors moi je voulais pas être comédien quand j'étais petit, mais je me suis toujours beaucoup déguisé avec des voix, tout ça je m'inventais des histoires autour de moi, puis c'était une époque où il n'y avait pas de téléphone portable, donc on avait un imaginaire très fort, et on n'avait pas de jouets finis non plus. Par exemple, moi, mon fils, à un moment, il adorait Star Wars, on lui a offert des trucs, il a joué une journée avec, parce que c'est un objet fini. Voilà, quand vous prenez le gros vaisseau, non, dans sa chambre, quand son lit devient le vaisseau, on met les manches à balai, on fait des trucs.
Et puis, à un moment, j'ai décidé d'aller en pension chez les jésuites, et je me suis retrouvé à l'équipe théâtre. Voilà, et là, donc c'est là où je découvre vraiment le théâtre. La première chose que je sais qui va me faire chier, je sais pas encore je veux faire ça, c'est d'apprendre par cœur. Ça c'est chiant, c'est vraiment le plus chiant. C'est le plus facile, mais c'est le plus chiant. Voilà. Et puis je fais une préparation commerciale ratée, je vais en droit, puis, voilà, puis en maîtrise de droit, j'ai un ami qui s'appelle Frédéric Choutrel, parce qu'il y en a qui le connaissent, qui lui faisait du théâtre, et puis il me dit tiens pas bien, et hop, je prends les cours avec Françoise Roche, qui était professeur aussi, j'étais à Reims, qui était aussi professeur chez Florent. Puis ça m'excite, je dis oh là là, putain, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est bien. Mais je suis comme Damien, on n'est pas tombé dedans quand on était petit, voilà, mes parents font pas du tout ça, ils n'ont rien à voir. Puis on se dit mais c'est le grand saut, le grand nulle part, quoi. Et puis j'ai ma maîtrise, et donc je monte à Paris. Voilà, maintenant on descend à Paris. Voilà. Et donc je vais au cours Périmonie, 2 ans de cours, et je donne la réplique à une amie qui veut aller donc, à l'école du Studio Théâtre d'Anières, qui est devenue une école nationale comme le conservatoire, la rue Blanche maintenant. Et mon travail plaît. Et il manquait de garçons, parce que dans les cours de théâtre, il y a généralement 2 tiers de comédiennes et 1 tiers de mecs. Et les 2 tiers des rôles, c'est pour les mecs. Voilà, donc comme ça, donc on travaille beaucoup. Et il manquait de garçons. Et il m'a dit, je dis, vous allez prof du conservatoire en escrime et tout, machin et tout, donc je pars là. Et à un moment, on fait un spectacle de fin d'année, une poétique sur les poètes surréalistes. Et je dis un poème de Henri Michaud qui s'appelle Contre, et il est très très énervé quand il écrit ça, ce poète. Et c'est ce que je fais sur scène. Et là, il y a Jean-Marc Plantier, un grand directeur de doublage, avec l'auteur du film, c'était Showgirls, et il me voit sur scène et il me dit le doublage, ça nous intéresse. J'ai fait non, pas du tout, je fais bien, ouais, super. Et donc je vais m'entraîner, parce que là c'est informatique, mais avant, il y avait tout un passage où il y avait ce qu'on appelait les détecteurs, ceux qui vont détecter ces fameuses labiales sur la bande rythmo, et ce qui donne des repères à l'auteur, et ils disent, tiens, le petit signe là, quand ça passe devant la barre rouge, là, un point labial qui correspond, donc il faut que je trouve dans mon adaptation un texte français qui correspond, qui fait que le texte est synchrone. Et donc je suis allé m'entraîner sur la bande rythmo chez Jean-Pierre Carasso, qui était un grand auteur et qui traduisait aussi des grands romans. Et je suis convoqué au studio. Voilà. Il y en a qui ont vu le film Showgirls de Verhoeven. Donc c'était le personnage un peu rock'n'rolleux dans son pick-up années 50 qui prend les gonzesses en autostop, qui veulent faire carrière à Las Vegas, puis qui les arnaque, quoi. Et donc c'est ça. Et je suis convoqué à 14h30. Et il dit bon Boris, ça va être à toi, il est 18h45, et c'est un peu en retard. Voilà. Et là, il y a 10 personnes qui sont là. Et moi, je vois Bernard Gabet, justement, et Adeline Fromont qui doublent les 2 personnages principaux. Et je vois ce qu'ils font. Et je dis, c'est hallucinant. Si c'était là derrière cette barre, ils bougeaient à fond, on regarde, et on a l'impression que les acteurs parlaient français, quoi. Je dis, c'est génial. Et ça me tourne. Et alors, dans une cabane, on nous met dans une cabane quand les scènes sont à l'extérieur, une cabane qui est en velours, parce que ici, quand on parle, les murs résonnent. Quand on est dehors, il y a l'air, donc le son est mat. Donc, bizarrement, quand on est en studio, quand on enregistre une scène extérieure, nous, on est dans une cabane. Voilà. On est dans la cabane, il y a le micro qui est là, donc je vois pas les gens. On regarde la séquence, alors voilà, c'est musique à fond dans la bagnole, fenêtre ouverte. Il y a beaucoup de bruit et je fais la première boucle. Et là j'entends des je crois qu'il y a déjà 4 heures, 4 heures, 3 quarts de retard. Quoi. Et on écoute avec la VI, c'est-à-dire tous les sons, la musique, tous les bruitages et tout. On m'entendait même pas. Alors Jean-Marc il vient me voir, il me fait non, Boris, ici on n'est pas au théâtre. C'est pas parce que le micro est là, non, tu joues la scène comme si tu la jouais dans la voiture. Donc tu oublies le micro. T'es tout seul, c'est un peu bizarre, tu vas avoir l'impression d'un peu hurler dans le vide, mais tu vas voir avec tout le bruit qu'il y a dans la voiture et tout ça, et ça part, À l'époque, il y avait des changements de bobines, on changeait les bobines. Et en changement de bobine, il y a Alice Fromont qui me dit, t'en as déjà fait? Je dis non, c'est la première fois. Elle me dit, oh mais tu démerdes bien, je peux prendre ton numéro de téléphone? Je suis content. Et après, on saute à la dernière scène. Donc le même personnage. Alice Fromont, c'est les voix de Rose dans Titanic. Voilà. Et donc
donc là c'est le même personnage, il reprend la gonzesse en stop, sauf que c'est devenu une guerrière, et là, oh merde, c'est la gonzesse que j'ai prise, et là elle sort le couteau à cran d'arrêt, elle lui met comme ça, le mec parle super vite, et dans cette phrase de merde, il y a Massachusetts. Massachusetts, voilà, même dans le ton. C'est Massachusetts. Je me plante une fois, deux fois, là je mets chaussettes, trois fois, et je me plante, et à chaque fois on entend les... On fumait encore dans les studios, il y en avait qui fumaient des cigarettes sans filtre, le bruit de la cigarette qu'on tape sur la montre, comme ça, puis voilà, du style, putain, on n'est pas rendu, c'est pas 4 heures à quart de retard qu'on va voir, ça va être un TGV quoi. Et là arrive la scène, et il y a Jean-Marc qui vient me voir, et puis il me dit, écoute Boris, tu es tout à fait capable de passer le truc, mais là on a déjà 4h30 de retard, je vais être obligé de te remplacer, mais tu seras payé. Et je repars. C'était à The Big Brothers, c'était une espèce de no man's land pourri et tout. On est en hiver, il fait froid, il y a du vent. J'habite à Levallois-Perret, une chambre de bonne au 7e étage avec juste un pauvre plafonné et tout. Le répondeur. Et là, il y a un message, juste personne de même. Et j'écoute le message, et c'était un de mes meilleurs copains, avec qui j'étais chez les Jésuites à l'équipe théâtre, qui avait monté une troupe, et qui me dit, Boris, j'ai un problème avec un acteur, demain on répète à Montreuil, à Mosinor, c'est une espèce de site industriel, et dans 3 mois on part en tournée. Voilà. Et après, 15 jours après, je reçois un coup de téléphone d'Isabelle Branins, qui m'appelle, Alice Fourmont m'a parlé de vous, pareil vous êtes très bien, venez voir le film et la projection, vous allez doubler Bon Jovi, il fait un peintre, c'est une histoire d'amour, machin, et hop, et c'est parti. C'est parti comme ça. Voilà. Donc merci à vous deux pour cette introduction, on va dire, et puis sur votre début de carrière. Comme on le disait, donc on va passer aux questions du public, puisque mine de rien, on est jusqu'à quelle heure la conférence 45, bon, ça va, il nous reste une vingtaine de minutes. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public? C'est parti. Hop. Allez, c'est parti. Papa. Hop. Bonjour. Je me demandais si vous aviez fait ou vous faites de la direction artistique, et si non, est-ce que vous aimeriez en faire? J'ai crachoir. Non, moi je n'en fais pas. Ma femme, Géraldine Asselin, du Comédien Doux, mais elle en fait. Et quand je vois le travail que ça demande à l'extérieur de préparation, le temps que ça prend quand on le fait bien, faire le casting des voix, proposer, maintenant en plus les clients demandent toujours un choix, avant les directeurs de plateau avaient une liberté, on leur laissait dire, c'est sauf des cas exceptionnels, des très très gros rôles, on passe des essais, on en passe toujours. Moi, après le deuxième confinement, j'ai raté 17 essais d'affilée. Voilà, donc je vois ce qu'elle fait, les plans de travail. Moi le dimanche, j'aime bien aller me promener, écouter les oiseaux, aller au marché bouffer des huîtres avec des copains, j'ai pas envie d'être derrière un ordinateur, en plus j'en ai pas. Donc non, moi je ne dirige pas du tout. En revanche, si un ami qui a un gros casting qui doit passer, ou une journée de tournage, et puis qui m'appelle, dit écoute, je suis hyper emmerdé, si le client est d'accord, diriger au moment, là, comme on a fait là, ça oui, mais vraiment faire de la direction artistique, non, c'est extrêmement... c'est passionnant, mais tous les à côté, moi je suis tellement bordélique en plus que c'est pas possible. Donc non. Alors moi, on m'a proposé il y a quelques années de diriger des plateaux de doublage, et ça tombait pas du tout au bon moment, donc j'ai décliné. Par contre, je me retrouve, je forme des comédiens parfois, mais au livre audio. J'anime des stages de temps en temps avec des comédiens. Je prends que des comédiens qui sont déjà chevronnés, c'est-à-dire pas des comédiens débutants, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, le livre audio, il ne s'agit pas de faire une lecture scolaire d'un truc, c'est absolument chiant. À un moment, si c'est plat, il n'y a rien. Et donc j'ai besoin de comédiens qui ont déjà un minimum d'expérience, parce que je vais les amener assez loin. C'est-à-dire que je vais leur demander de se mettre à la place de l'auteur du livre, d'entrer dans le ton, de vivre chaque personnage, de vivre pour que... Moi, quand j'étais enfant, j'ai été bercé par Gérard Philippe avec Le Petit Prince,
J'ai été bercé par les histoires de Pierre Bellemare, j'ai été bercé par des gens dont la voix et la qualité de narration me faisaient totalement voyager. Et ça, c'est mon univers. Et c'est dans cet univers-là que j'entraîne les gens que je forme. Et en général, je les prends, c'est des stages qui durent 15 jours. Ils ont la première semaine avec 2 autres intervenants. Et moi, j'arrive sur la deuxième semaine où j'arrive, je dis bon, alors, je vais vous dire une chose, ça va être dur. Ça va être la semaine qu'on va passer ensemble, ça va être hyper dense. Je vais vous demander de vous foutre à poil, de vous mettre, de montrer des choses intimes de vous, de me faire rire, de me faire pleurer. Ça va vous demander de vous déchirer l'âme de temps en temps. Je veux que vous alliez plus loin que certainement ce que vous allez me proposer au début. On va bosser sur le sous-texte, sur qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand vous avez la narration, ce qui peut sembler un peu ennuyeux quand on lit un livre, à certains passages. Je vais vous demander d'avoir une opinion sur ce qui va se sentir dans la lecture qu'il va faire, qu'à un moment, la personne qui vous écoute ne va pas s'ennuyer. Les personnages, je veux, sans caricature, que avant qu'on arrive à la fin de la phrase, dit-il ou dit-elle, on sache tout de suite qui c'est. Ça demande un sacré boulot. Surtout quand vous avez des scènes avec 4-5 personnes qui se parlent en même temps. Voilà. Et moi, je fais bosser les comédiens comme ça. Et j'ai fait bosser en fait en même temps. La thématique, c'est le livre audio, mais en fait, le sens profond de tout ça, c'est qu'est-ce qu'un texte, qu'est-ce que l'intelligence du texte, comment comprendre un texte, comment après le transmettre, et qu'est-ce que le sous-texte, qu'est-ce qu'on met derrière les mots. On peut dire je t'aime en pensant l'inverse, il est là le sous-texte. Et le sous-texte, on a ça dans la vie. On a tendance à le perdre quand on joue, de faire un truc un peu plus mécanique, et moi, justement, je travaille à l'inverse de ça, je travaille sur une espèce de profondeur qui pour moi est le sucre, le nectar de ce travail. Et quand on finit la semaine, en général, c'est aussi une méthode pour travailler n'importe quel texte, que ce soit un texte, que ce soit pour le cinéma, pour le théâtre, n'importe quoi. J'essaie de d'ouvrir une boîte à outils pour chaque comédien pour que, quel que soit après le travail qu'il fasse, il puisse se débrouiller, qu'il soit autonome et ait une opinion. Et surtout, une fois que vous dépassez ça, vous entrez dans le plaisir. C'est un peu comme un pianiste, vous voyez, à un moment, il ne regarde plus ses doigts, il est dans l'interprétation. C'est-à-dire, il est par rapport au sentiment qu'il a, par rapport à ce qu'il fait, ses doigts suivent, mais il ne pense pas à ses doigts. Ses doigts sont juste une extrémité de son corps, mais ça se passe ailleurs. Et à la fin de la semaine, souvent, les gens sont hyper heureux. C'est le plus beau moment pour moi, c'est un moment de voir leurs yeux brillants et de dire merci parce que c'était génial. Et voilà. Merci beaucoup. Alors, je me souviens qu'il y avait une autre question par là-bas, il me semble. Allez, je vais faire mon sport quotidien. Du crossfit. On parle beaucoup de doublage et aussi tout ce qui peut être doublage en film d'animation. J'ai eu l'occasion de voir certaines personnes pour qui les textes avaient été écrits, l'animation avait été posée derrière. Est-ce que quand on est acteur dans tout ce qui est doublage, c'est une forme de consécration? Et d'après vous, qu'est-ce qui fait qu'en fin de carrière, on peut dire ben voilà, j'ai atteint un certain statut, une certaine posture qui fait que mon doublage est reconnu et ma mère d'avant? Les films d'animation, la création de films d'animation, je crois que les scénaristes et les graphistes et les dessinateurs ne le font pas pour quelqu'un, en pensant à quelqu'un, je ne pense pas. Ils ont vraiment un univers, ils ont des personnages dans la tête. Voilà, ils ont tout un storyboard, où c'est des planches, où c'est pas animé, et après, ils veulent trouver la voix du personnage. Moi, ça m'est arrivé dans la fameuse Invasion des ours en Sicile, de Dino Buzzati, un film d'animation magnifique, qui pour moi s'aboxe dans la même catégorie que Le Roi et l'Oiseau, au niveau graphisme. Et il y a le fameux personnage de professeur D'Ambrosis, grand ami des ours. Voilà. Alors j'avais juste les dessins, après j'ai passé le casting, voilà, c'est un personnage très filiforme, comme ça, avec des trucs comme ça. Et donc ça passe par le corps. Donc quand je passais l'essai, quand on disait tout à l'heure que le
ridicule, ben, ça peut être super chouette. J'ai essayé de trouver le mouvement du personnage, et à force de trouver le mouvement du personnage, la voix est sortie. Alors j'ai quand même passé un essai, j'avais en face de moi Christian Eck, un acteur belge extraordinaire de comédie française, mais le micro, je suis meilleur. Donc j'ai été pris. Voilà. Et après, quand on a enregistré, il y avait Léla Becti, il y avait aussi Arthur Dupont, qui faisait le rôle principal, et notre ami du français, là, qui fait beaucoup de doublage, Thierry Ancis. Oui. Voilà, et on était tous les quatre ensemble, chacun notre micro, et ils nous ont dit surtout bouger comme les personnages, vous imaginez, parce que tout est fait à la main, il n'y a pas d'ordinateur là, mais pour les mouvements, les dessinateurs se sont inspirés, par exemple, de moi ce que je faisais. Et quand j'ai vu certains mouvements du personnage, c'était moi ce que j'avais fait en jouant le film. Et là, on a juste le texte, et il y avait un Italien qui avait réalisé, il y avait aussi un autre co-metteur en scène qui nous dirigeait dans les intentions, Thibaut Bidegain, qui écrit beaucoup de scénarios aux États-Unis. Et donc il nous a dirigés. Donc là, c'est une création de voix. C'est une création de voix. Après, à quel moment on a l'impression qu'on est arrivé, c'est quand on n'a plus peur de aucun rôle, rien du tout. On a tellement travaillé que de toute façon, on va avoir quelque chose et on a cette capacité d'absorption totale de ce qui nous est proposé sans se poser de questions, sans se regarder, ce que je fais c'est bien ou pas, on s'en fout. On s'en fout, on maîtrise la technique, parce qu'il faut quand même savoir très bien lire à vue, parce que vous n'avez pas de texte avant, et généralement on ne voit même plus les films. Ça devient de plus en plus rare. Et des fois le film on ne l'enregistre pas dans le bon ordre, parce que les emplois du temps font que. Et là, moi là, personnellement, là, ce que je ressens, c'est que je suis en total, je ne sais pas que je suis bestial, mais je suis en plein accord entre l'homme que je suis, le comédien que je suis devenu, la maturité, la technique, mon instrument intérieur, tout ne fait plus qu'un. Et c'est à ce moment-là où tout d'un coup c'est une espèce de. Comme quand on répète au théâtre. Au théâtre, on arrive, on a un texte, on se prend les mots dans un tapis, et on dit. Puis à un moment on lâche. Alors si chez soi on a le texte, on sait par cœur, on pose sa brochure, et on arrive, on commence à bouger, et là on a des tas de trous de mémoire. Et puis à un moment, c'est comme apprendre à conduire. Il y a quelqu'un qui t'empêche de prendre un arbre sur un parking, et puis tu passes le code, tu apprends ton texte, et puis au fur et à mesure plus tu conduis, puis avant tu pars sur la route, et t'es bien, t'as une sensation de liberté, et si un gamin passe avec son ballon, tu te dis pas oui, il est où le frein, tu vois. Parce que tu l'as tellement appris, ça fait partie de toi, et c'est là où le cœur joue, et que le sentiment arrive. C'est quand les mots sont tellement rentrés dans le corps que tout d'un coup, le texte prend corps. Voilà, c'est ça, mais en doublage, je ne crois pas qu'on crée on prend souvent maintenant des stars talents dans les films d'animation pour des histoires marketing, parce que c'est vrai, ils ont une visibilité qui permet de parler du film. Il y en a qui sont magnifiquement bons. José Garcia, il est formidable. Elie Moon dans Sid, on ne le reconnaît pas, formidable. En plus, c'est des gens extrêmement sympathiques, humbles. Après, est-ce qu'on a besoin dans Superman Lego, Batman Lego, d'avoir Griezmann faire Superman? Donc à ce moment-là, si lui fait ça, moi je dis, à ce moment-là, moi j'y arrive, j'ai une paire de chaussures de foot, pourquoi je ne peux pas jouer 30 secondes dans un match de Coupe du Monde? Ah, c'est pas pareil. Ah si, c'est pareil, c'est là où tu n'as pas compris. Voilà, je ne sais pas du tout jouer au foot, je n'aime pas le foot. Antoine Griezmann, c'est un garçon absolument formidable, très sympathique, mais en doublage, il n'en met pas une dedans. C'est normal, c'est pas son métier, il n'a pas appris. Comme moi, je saute dans un ballon, je me fais mal au genou. Voilà, c'est ça, c'est moi. Oui, je vois pas ce que je vais pouvoir rajouter derrière tout ça. Attends, donc, tu parlais de l'animation, moi j'en ai fait un peu. Ce qui se passe aussi parfois, c'est que quand on va bosser sur un dessin animé français, je l'ai vécu, on nous appelle, on a le scénario, on est en studio, mais là on bouge, on s'amuse, il n'y a pas d'image, parce que les images n'ont pas été dessinées. Et on fait plein de personnages, on en fait plusieurs, et ils vont se servir de notre travail pour aller plus loin dans leur proposition de dessin ou dans les situations qui ont été écrites, et nous on va les développer, on va leur donner des idées. Par exemple, c'est ce qui s'est passé sur Aladdin, quand ils font les Disney, souvent ils enregistrent les textes avant de faire les dessins, et je sais que pour le génie, qui était fait par Williams, ils sont énormément inspirés de toutes ces impros. Parce que
qui s'est passé, moi, je me souviens plus de comment c'était le titre du dessin animé, je l'ai plus en tête. Mais ils sont servis de notre boulot, nous on se disait, bah, génial, on va faire le film après. Pas du tout. Ils nous ont tous remplacés par des gens de cinéma ou des stars talents, comme disaient, des gens qui n'ont parfois rien à voir, juste dont on va utiliser la notoriété. Voilà. Comment ça peut se passer. Et sinon, bah, moi j'aime bien, j'aime bien les animations parce que je trouve qu'il y a aussi une vraie liberté de jeu et on peut se permettre des choses qu'on ne peut pas se permettre aussi dans les films et ça je trouve ça hyper agréable. Et puis chaque situation est différente. Par exemple, moi je me suis retrouvé à faire, je ne sais pas si vous avez vu Le Grand Méchant Renard, qui est un super joli dessin animé. Mais oui, Maurice Dessus qui fait le méchant loup. Et je me suis retrouvé dessus, mais vraiment parce qu'ils avaient tout fait, ils avaient fait fini le doublage, sauf que les deux réalisateurs, à la base c'était une BD, les deux réalisateurs n'étaient pas satisfaits d'un personnage. Et ils m'ont appelé et j'ai fait le truc en une journée. Alors c'était dense, ça a été hyper crevant, mais voilà, je me suis retrouvé sur des animés comme ça, c'était génial. Je faisais le cochon. Je me suis dit, est-ce que je vais trouver une boîte cochon? En fait, non, pas du tout. C'était vraiment, on a fait attention aux situations, j'avais les créateurs derrière moi, donc j'avais une bonne direction. Et puis voilà, on met peut-être 10 minutes à trouver le personnage, mais une fois qu'on l'a trouvé, on s'engouffre là-dedans. Mais ça a été une journée fatigante. Le Grand Méchant Renard, c'était vraiment super parce que c'était le créateur de la BD qui a réalisé le film. Au départ, il devait y avoir des sketchs et puis il s'est dit non, je vais faire une histoire complète pour faire le long métrage. Et on a retrouvé la voix du loup. Alors, Renard, les oisillons sont-ils prêts? Voilà, c'est sorti comme ça, j'ai vu son museau et tout, avec son petit ventre à bière comme ça, alors j'ai sorti un peu de bière comme ça. Puis tout d'un coup, je me suis dit, bah, le museau, je me suis dit, tiens, mon nez, c'est un autre peut-être qui peut avoir un peu de ça résonne dans le nez. Voilà. Et ça passe par le corps. Voilà. La création de voix, bah, vraiment, ça passe par le corps. Voilà, si on a, voilà, sans corps, il n'y a pas de voix, il n'y a pas d'âme, c'est notre Aston Martin, on est des pilotes. Avec le temps, le pilote ne se doit pas vieillir, mais l'Aston Martin aussi. Voilà. Là, voilà. Ça répond à votre question? Grand Méchant Renard, que je vous conseille effectivement, qui est très très bon, qui est trouvable un petit peu de partout sur pas mal de plateformes ou dans tous les bons magasins. Une autre question? Ouais. Bonjour, merci d'être au TGS à Toulouse ici. C'est très sympa. Ma question est comment vous préparez vos voix le matin quand vous avez votre journée de travail et comment vous arrivez à maintenir un niveau de clarté de voix pendant toute la journée? Apparemment, vos journées sont longues. Et est-ce que vous avez des trucs et astuces, des recettes de grand-mère, ce que vous voulez? Il n'y a pas de recette, mais notre voix, on la travaille dès qu'on commence le théâtre. Quand vous êtes jeune comédien, vous avez plein de cours pour ça. Moi, je sais que le chant au conservatoire m'a énormément appris. Le chant, moi je me souviens, j'avais une prof qui m'a fait venir, on commençait seulement en deuxième et troisième année, on faisait de la respiration, avant on avait des cours spécifiques pour travailler la colonne d'air, sachant que quand on casse les muscles, ça se travaille. Ça se travaille et ce que je fais maintenant, je n'aurais pas pu le faire au début quand j'étais jeune comédien. Et ça m'a énormément aidé. Et quand j'ai commencé de faire du chant, c'est marrant, on me faisait travailler avec les filles. C'est-à-dire que quand on faisait des gammes, au début, avant de faire du chant, on faisait des gammes, et on s'échauffait la voix, quoi. Mimo, 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 mimo. Et on monte, on fait plein de trucs, plein d'exercices différents. Et moi, je sais que ma prof m'avait dit, toi, tu continues. Quand les mecs s'arrêtaient, les filles continuaient, et elles me disaient, tu continues. Je vais te faire travailler. Plus tu vas travailler tes aigus, plus tu vas gagner en grave. Et elle m'a dit à un moment, elle m'a fait, tiens, je te donne, à ce moment-là, on avait des cassettes. Et on avait chacun notre cassette. Et on avait du training à faire chaque jour. Et ce qui était fou, c'est que moi j'avais la voix coincée un peu dans la gorge et je faisais ma cassette comme si je faisais des haltères matin et soir. Et puis au bout de quelques mois, 2 mois, 3 mois, tout d'un coup j'ai senti que ça se baladait. Déjà ma respiration avait bougé, je me mettais à respirer beaucoup plus avec tout mon bas-ventre, mes reins, derrière mon dos, ça fonctionnait, le bas de mon ventre. Et puis j'ai senti que ça résonnait différemment. Même roter ne se passait plus de la même façon, je sentais autre chose.
C'était, il y avait un truc qui avait bougé dans mon diaphragme, ou je sais pas où. Voilà. Bon, et pour répondre à votre question, moi souvent je suis en scooter, je suis en deux roues dans Paris, c'est le moyen le plus simple pour être à l'heure à ces rendez-vous. Et dans mon casque, quand je suis sur le périph', je fais mes petites gammes de temps en temps. Et puis sinon, quand on commence tôt le matin, on va se chauffer en jouant. C'est-à-dire que dès les premières scènes, là, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est des scènes calmes. Bon, bah voilà, on va chauffer un petit peu notre voix comme ça. Par contre, si je vois que j'ai des scènes assez violentes où il faut gueuler, je vais dire ah non, pas tout de suite. Ça, on va le faire plus tard. Là, j'impose le truc. Je dis non, non, de toute façon, c'est prévu, c'est dans le planning, mais on va pas la faire au moment où tu as prévu. Sinon, je vais m'abîmer la voix. J'ai besoin de chauffer un peu. Et voilà, on fait attention. C'est vrai que la respiration, c'est en fait, mais même dans la vie, je n'arrive plus à respirer par en haut. Par exemple, quand on fait du sport, on est essoufflé, c'est le haut qui va prendre. Ah bon, là, on n'est pas essoufflé, et moi je prends toujours, même naturellement, le prise d'air par en bas. Par en bas. Alors, on a le ventre qui gonfle, mais surtout, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on a d'autres ballasts, c'est derrière. Et là, il y a plein d'air qui rentre, et surtout, il faut être hyper détendu ici pour que ce ballast arrive. Bizarrement, plus on a une scène où on hurle, plus il faut être détendu. Parce que si on est tout coincé, là c'est des cordes, mais les cordes à piano, même dans des raves, si on tape trop fort dessus, elles pètent. Voilà. Et généralement, oui, c'est vrai que les scènes vraiment où ça tabasse, on les fait plutôt en fin de journée. Après, il y a des films où vous n'avez pas de bol parce que ça tabasse tout le temps. Par exemple, après le Joker, il a fait un film qui s'appelle Beau is Afraid, le réalisateur de Midsommar et de Hérédité, et j'ai vu le film, il dure presque 3 heures, il est dans un état de folie tout le temps, j'ai vu le film. Et quand on dit qu'il y a plus de rôles qui font peur, là, je me suis dit, comment je vais faire? Déjà pour pas me péter la voix, parce qu'on fait 8 heures par jour, donc des scènes où ça hurle, et là, alors là dans ma voiture, je fais aussi mes exercices qu'on faisait au cours de théâtre. Voilà, et puis aussi pour être détendu. Vraiment la respiration, ça évite de se péter la voix. Et après, avec le temps, on commence à avoir des cordes à piano. Ici, c'est sûr qu'on fait des performances vocales. On sait aussi comment fonctionne notre instrument. Donc, moi, je me pète très rarement la voix, sauf rhinopharyngite. Voilà, où tout d'un coup, on a ce qu'on a la voix blanche. Là, elle est un peu, il n'y a plus d'aigu. Voilà, elle est un peu en arrière, il n'y a plus d'aigu. Alors on peut jouer au théâtre. Voilà, même si des fois on prend des piqûres de cortisone dans le cul pour jouer parce qu'on ne peut pas dire désolé, non, mais des acteurs, c'est de la cortisone dans le cul, que ça fait très très mal. Parce que c'est des gros trucs comme ça, puis le liquide est bien sirupeux et que ça fait vraiment mal. Mais pour avoir la voix, parce que vous payez votre place, et désolé, l'acteur s'est pété la voix, il ne pourra pas jouer. Vous en foutez que notre grand-mère soit morte, qu'on a eu un mariage, vous avez payé votre place. Show must go on. On se tord la cheville, on joue. Moi j'ai vu même des cas terribles d'épidémie de gastro, de copains, heureusement on pouvait sortir. Ils arrivaient, ils avaient 10 minutes, mais ils avaient quoi sur les chiottes, ils rentraient, c'était l'enfer. Non, mais il n'y a pas d'arrêt de travail dans ce spectacle vivant. S'il y a un danseur qui se tord la cheville, là il est battu, un acteur, je me suis tordu la cheville, c'est une pièce de Shakespeare, mais j'avais pas un plâtre, mais j'avais mon arthrodèse, tout à coup j'étais avec mes béquilles. Et puis je m'en servais, bon c'est de la 6e entorse plâtrée que j'avais, donc en béquille je suis très fort. Voilà, mais j'ai joué le rôle avec mes béquilles. On ne s'arrête jamais, il n'y a pas d'arrêt de travail. Non, c'est pas possible. Et donc, grâce à ça, on arrive aussi, on sait comment placer notre voix, et on sait aussi se sentir à la limite. On dit, je ne vais pas la refaire celle-là, parce que sinon, la voix se pète d'un coup. Ça vient comme une tendinite. En fait, l'inflammation vient d'un seul coup. Et là, ça peut mettre du temps pour revenir. Et il y a aussi des fois où on est obligé de dépasser nos limites. Par exemple, sur le Loup de Wall Street, il y a énormément de scènes de pétage de plomb de DiCaprio, sans parler de la scène où il est complètement déchiré, avec la voix qui essaye d'étrangler avec le fil du téléphone, son copain, voilà. Quand c'est ça, quand on voit la scène, on fait waouh, d'accord. Moi, je sais qu'il y a des scènes, quand il harangue ses équipes dans le bureau avec le micro, je voyais à la limite de se péter les cordes vocales. Et je sais que la personne qui me dirigeait me disait oui, mais toi t'es comédien, t'as fait de théâtre, t'as joué à Avignon, dans des grandes scènes. Je dis oui, mais là c'est pas ce qu'il fait.
moi je me dois de faire ce qu'il fait, donc à un moment je vais faire comme lui. Donc on faisait ça à la fin, je sortais, j'étais aphone, et le seul moyen c'était de dormir. Donc je prenais à ce moment, pendant tout le doublage de DiCaprio, j'étais au somnifère le soir, je prenais un truc assez fort, qui en un quart d'heure il fallait que je sois dans mon lit parce que je tombais direct, et je dormais d'un sommeil profond. Je me réveillais le matin sans séquelles. Et la première chose c'était bon, c'est bon, ça va. Elle est là, elle est revenue, super, on y retourne. Sauf une fois où je suis arrivé et j'ai fait croire au studio que ça va être compliqué aujourd'hui. Non, c'est pas possible. Non, je déconne, c'est pas drôle. Ils avaient déjà préparé la piqûre de cortisone. Avant la piqûre, il y a les cachetons quand même. Voilà, mais là, c'est vraiment dans des... Du coup, Damien n'a plus jamais fait cette blague. Puisqu'ils avaient la piqûre de cortisone et c'était terminé, quoi. On va prendre rapidement une dernière question, parce qu'il y a tous les startups qui attendent derrière. Allez, hop. Et on va répondre court. Exactement. On fera une petite photo. Ok, boss. Bonjour. Petite question courte. Est-ce que dans votre vie quotidienne, ça vous arrive d'utiliser une des voix que vous avez déjà jouées comme ça? Genre, par exemple, quand vous ressentez une émotion, une colère, ou vous allez à la boucherie, je sais pas, vous utilisez une voix. Vous avez utilisé. Ta question est très étrange, parce qu'on ne change pas sa voix quand on joue. On a la voix, après on va la moduler. Moi par exemple, je ne vais pas interpréter les rôles de Tobey Maguire comme ceux de DiCaprio. Tobey Maguire a une voix un peu plus légère, pas plus légère, mais plus fragile. Sur Spider-Man, j'ai fait hyper attention à ça, pour pas qu'on associe, qu'on se dise « Ah bah c'est la voix de DiCaprio ». Je suis entré dans son jeu, on entre là-dedans, mais c'est toujours notre voix. On n'est pas des imitateurs, on sait juste utiliser notre instrument pour voilà, faire piano ou forte, ou enfin voilà, c'est mais donc voilà, et la voix, parfois on nous reconnaît, il y a des gens, ça m'arrive, moi ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, j'achetais des jouets à la grande récré pour mes enfants, et au moment de payer, la personne relève la tête de la caisse et dit « Vous ne feriez pas du doublage ?» Je dis « Pourquoi ?» Je ne comprends pas, je dis « Pourquoi ?» Parce que votre voix me dit quelque chose. Ah bon? Elle me dit quoi? Ah bah, elle m'a dit DiCaprio. J'ai dit ah fort, c'est bien, oui c'est ça. Et là, tous les gens qui étaient derrière moi dans la queue qui font hein, ouah. Et je me suis dit oh là 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 là. Non, alors après, quand on fait beaucoup de personnages d'animation, là on change sa voix. C'est sûr que King Julian, elle ça te bouge ton popotin, elle touche pas les pieds, quoi. On change sa voix, oui, ça, bon, un truc, viens, on va à la cuisine, bon. Voilà, alors dire, moi des fois je m'amuse quand on se fait des marchés pour des trucs photovoltaïques ou des trucs comme ça. Et je fais alors, bonjour, puis alors, bonjour, machin, non, je fais. Et ça tombe bien parce que là j'ai bien fermé les yeux, bien les faire licencier. Et j'aimerais beaucoup, puisqu'on a des aides de l'État, et après vous l'avez, là ça raccroche. Non, sinon moi j'ai la chance d'avoir des amis qui sont des gens du voyage, qui sont gitans, et dont on a des forains. Et la conférence de Brest, j'en ai rencontré un, c'était le cousin d'un super pote à moi. Il m'a dit oh t'es le cousin de Thierry, machin et tout. Il dit oh bah allez, viens, je te parle de ton cousin, alors, parce que c'est une grande famille, John Raymond, la famille des Raymond en Bretagne, c'est une famille de forains, de gens du voyage très, très connus, ils sont dans toutes les foires. Et son grand cousin qui avait un manège qui foutait un peu les jetons. Et je vais à l'attention, c'est les derniers tours, venez acheter votre ticket. Voilà, mais voilà, donc, sinon non, on prend pas. Mais si, ce qui est très drôle, c'est quand il y a des enfants, ils savent pas, vous faites ça, vous cachez derrière les portes, et puis vous faites parler les personnages, et ça. Des fois, on en joue, mais sinon, on se prend pas. Non, on n'est pas des lingots. Non, tu rentres chez toi. Ah, je vais voir ma femme, j'arrive dans cela. En garde, bonjour, qui la poussette et je pense qu'elle va dire, qu'est-ce qui t'arrive là, t'as pris voilà, non. Nous ne sommes pas les personnages que nous interprétons, heureusement. Quelqu'un de sympa, voilà, il interprète magnifiquement DiCaprio dans le Wall Street, il va pas te défoncer la gueule, quoi. C'est comme moi, je fais les personnages vont tuer quelqu'un, je vais pas tuer quelqu'un. Voilà. Non, on joue. C'est ça qui est génial. Mais pour bien jouer, ça s'apprend, c'est un métier. Voilà, donc méfiez-vous des formations,
parce que ça, c'est des marchands de sommeil, parce qu'ils vont vous piquer votre pognon, et vous travaillez jamais. Voilà. Donc, il y a même des gens qui font le conservatoire des grandes écoles, ils veulent faire du doublage et ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à rentrer. Ils disent que c'est fermé. C'est pas si fermé que ça. Maintenant, c'est plus chiant parce qu'il y a les clauses de confidentialité, mais bon, Patrick Chéreau, moi, c'est un réalisateur, un metteur en scène de théâtre que j'aurais rêvé de travailler avec lui parce que cette animalité qu'il avait me correspond. Bonjour Monsieur Chéreau, vous êtes en train de tourner La Reine Margot, est-ce que je peux assister à une journée de tournage? J'ai passé un essai. Bonjour Monsieur Patrick Chéreau, je peux assister à une journée de répétition, je peux passer une audition? Hors de question. Avant c'est arrivé, maintenant c'est plus dur à cause de confidentialité, mais avant c'était possible. Des personnes l'assistaient. C'était même un peu honteux de faire du doublage. Voilà. Alors que toutes les grandes voix qu'on a eues, c'était des sociétaires du français et tout ça, quoi. Voilà. Merci beaucoup les amis.